On est loin de pouvoir connaître le résultat des élections en Colombie-Britannique. Ça pourrait prendre encore une semaine avant de savoir qui sera le parti au pouvoir et qui sera le premier ministre. Le NPD est en tête ou élu dans 46 circonscriptions. Les conservateurs sont en tête ou élus dans 45. Donc, aucun des deux partis n'a atteint les 47 sièges nécessaires pour former le prochain gouvernement, mais il y aura évidemment des recomptages qui sont prévus dans au moins 2 circonscriptions. Alors, allons poser tout de suite des questions à Nicolas Kenney de l'Université Simon Fraser, qui suit ce dossier de près, évidemment. Bonsoir, Nicolas. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Alors, quel que soit le résultat, on assiste quand même à une remontée des conservateurs. Oui, je crois que c'est l'élément peut-être le plus marquant de cette fin de campagne, de cette campagne qu'on a eue, outre le résultat très serré, c'est que les deux partis qui se faisaient la lutte, là, c'était les néo-démocrates qui sont là depuis longtemps, mais les conservateurs qui sont vraiment sortis de nulle part il y a 6 mois, il y a 1 an, personne n'aurait prédit ça. Et puis sans rentrer dans trop de détails, essentiellement, ce qui s'est passé, c'est que l'ex-parti libéral devenu BC United a essentiellement fermé boutique. Ils ont plié bagages à quelques semaines avant le début de la campagne. Ils sentaient que le vote était divisé entre eux et les conservateurs et M. Falcon, leur chef, a décidé de se ranger derrière les conservateurs, pour tenter de bloquer la route au NPD. Et puis ça s'est passé très près de fonctionner. Donc, M. Rustad, le chef des conservateurs, qui s'était fait expulser du Parti libéral à l'époque et qui avait repris le Parti conservateur qui était essentiellement en dormance, qui avait plus fait élire aucun député depuis des décennies. Et il en a fait le véhicule pour ceux qui voulaient exprimer leur opposition aux néo-démocrates. Donc, c'est quand même effectivement une remontée assez spectaculaire. C'est spectaculaire. Bon. Alors, on savait que ça allait être serré, mais est-ce qu'on s'attendait à ce que ça soit aussi serré? Non, là encore, je pense que ça a étonné beaucoup de gens. Oui, les sondages tout au long de la campagne, bon, il y avait un peu de mouvement, mais essentiellement, ça donnait une lutte très serrée. Dans le ton de la campagne aussi, on n'a jamais vraiment senti qu'il y avait un des deux partis avec véritablement le vent dans les voiles. Néanmoins, beaucoup d'analystes pensaient que la courte avance dont semblaient profiter les néo-démocrates dans les sondages, leur efficacité de leur machine électorale beaucoup plus rodée que celle des conservateurs, qui est un jeune parti, allait peut-être faire la différence. On a l'habitude d'être tenu en haleine aux élections de la Colombie-Britannique, mais là, cette fois-ci, c'était vraiment particulièrement serré. Oui. Alors, comment on explique que les électeurs chez vous n'aient voulu de donner de mandat clair à aucun de ces deux partis-là, finalement? Il y avait vraiment 2 visions différentes qui s'exprimaient. On sait qu'en Colombie-Britannique, comme dans d'autres régions du Canada, il y a vraiment une division entre le vote rural qui a tendance à être plus conservateur et le vote urbain qui a tendance à être plus progressiste. Mais ça s'est joué même dans beaucoup de circonscriptions sur le terrain, une à une, où c'était très serré. Et en fait, les conservateurs, leur succès en menant cette renaissance des cendres, comme ça a été décrit, eh bien, ils ont eu du succès parce que ils ont compris un certain ras-le-bol dans la population. Ils ont canalisé ce sentiment de frustration, que la vie coûte trop cher, que le système de santé est en crise, qu'il y a une crise des opioïdes dans les rues de nos villes, qu'il y a des problèmes de sécurité publique. Donc, c'est comme si rien n'allait plus et M. Rustad des conservateurs a beaucoup insisté là-dessus. Par contre, les néo-démocrates, eux, ils ont dit oui, il faut nous faire confiance parce qu'on est en train de mettre en œuvre des solutions. Ce ne sont pas des choses qui se règlent du jour au lendemain. Il faut nous donner la marge de manœuvre pour continuer. Et les néo-démocrates, eux, ils ont beaucoup insisté justement sur le fait que les conservateurs, dans leur précipitation, avaient recruté beaucoup de candidats un peu douteux, avec des déclarations sur les réseaux sociaux par le passé qui étaient racistes, homophobes, etc. Et donc, je pense qu'ils ont réussi à faire peur un petit peu à un certain nombre d'électeurs pour qui ces propos allaient trop loin. Et donc, on s'est retrouvé là vraiment avec un électorat
divisé entre deux visions très différentes de l'avenir de la province. Et c'est symptomatique, je pense, des clivages dans notre société. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer avec les chefs quand les résultats sont définitifs et seront connus? Monsieur Eby, Monsieur Rostad, est-ce qu'ils vont rester en poste? Oui, ben c'est une très bonne question, ça aussi. Et il y a un facteur clé dont on n'a pas encore parlé, et c'est le Parti vert, qui a fait élire 2 députés et qui, dans une situation minoritaire, peut donc aspirer à détenir la balance du pouvoir. C'est ce que Mme Furstenau, chef des Verts, demandait. Maintenant, avec qui iront-ils? Conservateurs, c'est douteux. Hein. Les conservateurs, c'est un parti climato-sceptique et Mme Furstenau a essentiellement dit là en campagne qu'elle n'appuierait pas les conservateurs. Donc, plus logique qu'elle a plus de tomes crochus avec les néo-démocrates. Mais quand même, les néo-démocrates ont décidé de faire volte-face sur la taxe sur le carbone, par exemple, sur l'approvisionnement sécuritaire en drogue. Et alors, quel prix est-ce que les Verts vont demander? Est-ce qu'ils vont demander aux néo-démocrates de revenir à d'anciennes politiques qu'ils avaient modifiées pour faire face à conservateurs? Est-ce qu'il y a des éléments de la plateforme verte que les Verts vont vouloir que le Parti nouveau démocratique adopte afin de s'assurer d'avoir leur appui? Donc, il y a beaucoup de tractations, beaucoup de questions à venir. Et je pense que pour tout de suite, Rostad et Eby vont devoir rester en place parce que dans une situation minoritaire, on ne sait pas quand on pourrait être relancé en élection. Mais à plus long terme, je pense que les 2 partis ont peut-être des reproches à faire à leur chef. Il y a aussi un élément important dans cette élection-là, c'est que le nombre d'électeurs qui se sont prévalus de leur droit de vote a été très élevé cette année. Oui. Comment on explique ça? Je pense qu'on explique ça par un certain engouement pour cette campagne qui a quand même retenu beaucoup d'attention, qui a été, je le disais, négative, mais qui a confronté les électeurs à, comme je disais, à 2 choix vraiment importants et différents. Bon, on n'atteint pas on est quand même en deçà des 60%, donc c'est pas le meilleur taux des dernières années, mais je pense que le fait que la campagne a été si clivante a attiré beaucoup d'électeurs. Et peut-être que le taux aurait été encore meilleur, mais on en a beaucoup parlé le jour du vote. On a connu ce qu'on appelle une rivière atmosphérique, un déluge, une tempête de pluie énorme qui a provoqué des inondations un peu partout dans la province, qui a peut-être freiné l'élan de certains électeurs, mais chose certaine, c'est une campagne qui a interpellé les gens parce que justement il y a ce sentiment de crise là, dans la province. Je disais logement, hôpitaux, etc. Ouais. En terminant, une semaine pour obtenir les résultats, est-ce que ça vous semble réaliste, ça vous semble possible? Il y aura des recomptages, le décompte des voix à certains endroits semble compliqué. J'imagine qu'on marche sur des œufs aussi alors que c'est encore très serré. Oui. C'est très serré. Je pense que c'est réaliste parce que, comme je dis, en 2017, là, on a connu une situation semblable et l'élection Colombie-Britannique a respecté les échéances qu'ils avaient annoncées pour l'annonce des résultats. Bon, on a beaucoup parlé pour la première fois, les votes étaient comptés par tabulateur. Donc, les électeurs rentraient leur bulletin dans une sorte de scanner qui comptait automatiquement leur vote et ça devait, en principe, accélérer l'annonce des résultats. Et c'est vrai que le soir des élections, on a vu des résultats sortir très, très, très rapidement. Pour 98% des bureaux de scrutin, mais c'est ce petit 2% là qui est encore incertain. Et le recomptage, il se fait à la main. Et donc, c'est ça qui va faire que ça va prendre un peu de temps. Et le recomptage, c'est dans 2 circonscriptions, mais il y a des bulletins postaux à compter aussi qui pourrait faire la différence dans certaines circonscriptions où ça se joue à quelques dizaines de votes. Et on imagine qu'il n'y a pas de place à l'erreur dans ce contexte-là. Non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Merci, Nicolas, de nous avoir éclairé là-dessus. Merci à vous, c'est un plaisir.